África en un clic con Sani Ladin. Mesdames et messieurs, bienvenue, bonsoir et bienvenue et merci d'être avec nous ce soir dans cet épisode très spécial de Africa in un clic. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Saint-Louis, ici au pays de la Teranga, vous l'avez compris, on est au Sénégal, pour parler d'un épisode tragique mais essentiel de l'histoire coloniale africaine, le massacre de Thiaroye. Nous sommes ici grâce à l'ONG Hatay qui nous accueille dans le cadre d'un programme dédié à la préservation de la mémoire. Pourquoi ce sujet? Pourquoi parler du massacre de Thiaroye? Parce que le massacre de Thiaroye, de mon point de vue, survenu le 1er décembre 1944, est l'un des épisodes les plus sombres et les plus injustement oubliés de notre histoire commune. Imaginez des hommes, des soldats africains qui ont combattu pour la liberté sous le drapeau français pendant la Seconde Guerre mondiale. À leur retour, au lieu d'honneur, ils trouvent le mépris, l'injustice et pour beaucoup, la mort. Thiaroye symbolise donc une injustice coloniale persistante et un appel à la justice historique. Pour comprendre les événements tragiques de Thiaroye, il faut revenir à 1944. Ces tirailleurs africains, issus des différentes colonies comme le Sénégal, le Dahomey, aujourd'hui le Bénin, ou encore la Côte d'Ivoire, entre autres, avaient été faits prisonniers par l'Allemagne nazie. Après leur libération, ils sont répartis au Sénégal avec des promesses de recevoir leur solde et des primes de démobilisation. Mais ces promesses n'ont jamais été tenues. Les tensions montent dans le camp de Thiaroye, où plus de 1600 tirailleurs sont regroupés. Le 1er décembre 1944, la tragédie éclate. Les autorités françaises répriment violemment une manifestation pacifique des tirailleurs réclamant leur dû. Ce massacre, dont le bilan reste controversé, de 35 à plusieurs centaines de morts, incarne les contradictions et les injustices de l'ordre colonial. Tout ce qu'on a fait avec ces messieurs, nous méritons plus. Mais la vie, c'est comme ça. En tout cas, nous gardons un mauvais souvenir en France. Mauvais souvenir. Les anciens combattants ne sont pas contents. Ce que vous venez d'écouter, malgré que le son est un peu compliqué d'entendre, c'est le témoignage d'un ancien combattant. Comme vous pouvez imaginer, il y a beaucoup d'anciens combattants qui, au jour d'aujourd'hui, continuent à réclamer justice. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un expert incontournable, Abdourahmane Seck, philosophe, anthropologue, historien, dont les travaux sur les historiographies des coloniales éclairent les événements dans le massacre de Thiaroye. Merci d'être avec nous, professeur. Merci beaucoup, merci. D'accord, alors sans plus tarder, le massacre de Thiaroye reste largement méconnu, que ce soit au niveau international, au niveau africain et même au Sénégal. Pourquoi pensez-vous que cet événement a été très longtemps occulté? Quelque part, c'est directement lié, si on veut, à l'histoire qui produit cet événement Thiaroye. Et cette histoire qui produit Thiaroye est une histoire qui en même temps, nécessairement ou par nécessité, produit son oubli, son effacement. Oui. C'est une histoire de violence et c'est une histoire d'accaparement, c'est une histoire de meurtre qui appelle donc en conséquence, d'une certaine manière, l'effacement en quelque sorte des évidences. Donc l'effacement du smoking gun. Donc comment on fait disparaître les traces. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire qu'à propos de Thiaroye, il faut surtout voir cette ambivalence d'un fait qui produit quelque chose tout en devant nécessairement après cacher la chose qui a été produite. Voilà. Et il est très intéressant aussi de noter pourquoi Thiaroye fait une sorte de résurgence en ce moment précis, dans ce contexte, des tumultes que l'on enregistre autour de demandes nouvelles de décolonisation. Voilà. Donc,
Et puisqu'on parle de l'histoire, il est très important aussi de parler du rôle des historiens et surtout des militants, parce que c'est pas un fait de hasard si ce sujet ressurgit, comme vous l'avez dit maintenant. Et quel est le rôle, d'après vous, aujourd'hui, pour des historiens ou bien pour des militants, pour la préservation surtout et la transmission de ce fait-là dans la société? Oui, Sani, là tu avec deux points qui sont très importants. C'est ce pourquoi les historiens sont là, et on peut l'envisager sous deux formes. L'historien peut produire un travail qui n'est pas nécessairement à la demande. Quand je dis à la demande, c'est que dans le but de conforter ou de contredire quelque chose. C'est ce que, par exemple, certains collègues historiens vont appeler, ça c'est un travail de mémoire, en fait. Ce n'est pas pour négliger le travail de mémoire. Le travail de mémoire, il est important. Mais l'histoire est un texte qui se veut quand il se fait dans les règles de l'art, qui se veut un texte objectif, on va dire, un texte de science, quelque part. Et donc, après, c'est la société qui en fait, de par ses débats, de par sa délibération et ses attentes, qui en fait quelque chose. Donc, pour ce qui est de cet événement-là, oui, Thiaroye en réalité n'a jamais été oublié, parce qu'on n'efface jamais entièrement un crime. Donc, Thiaroye est resté sur des murs, Thiaroye est resté dans des chansons, Thiaroye est aussi apparu dans des mémoires ici ou là, et dans des controverses. Parce que je dois signaler que, par exemple, pour ce qui est de cette histoire en particulier, les controverses ont été très loin, jusqu'à voir ce qui est très rare, pour mériter d'être mentionné, des collègues qui ont même fini devant les tribunaux. Ouais. Pour avoir parlé du sujet, justement. Pour avoir parlé du sujet d'une certaine manière et d'avoir été discrédité par d'autres, diffamé, etc. Donc c'est juste pour dire qu'en fait, non, c'est un sujet qui est extrêmement, qui a passionné les historiens, et il y a eu un travail. Après, maintenant, on peut regretter que tout ceci se soit fait dans un espace relativement confiné, et aujourd'hui on a les médias sur ça, et tant mieux. D'accord. Et quand on parle de Thiaroye, parce que généralement quand on parle de certains sujets qui ont à y voir avec la colonisation, on a tendance à voir là comme si c'était des cas isolés. Et on aimerait savoir, Thiaroye c'est un cas isolé ou bien ça c'est marqué aussi dans cette longue ligne des exactions commises pendant la colonisation? Thiaroye n'est pas un cas isolé. Et il ne faudrait absolument pas le voir comme un cas isolé. Thiaroye s'inscrit dans la longue fournaise, on va dire, des massacres coloniaux. Et il faut voir que ces massacres coloniaux, dès l'année 1944, et ici il y a beaucoup de choses super intéressantes par ailleurs, parce qu'en 1941 déjà, De Gaulle commence à discourir sur le fait que le monde qui était avant ne sera plus possible. Il faut commencer à penser autre chose pour les anciennes colonies françaises. Mais en début d'année 1944, entre janvier et février 1944, il y a cette fameuse conférence qu'on appelle la conférence de Brazzaville. Et dont beaucoup d'Africains sont fiers avec la conférence de Brazzaville pour parler de la décolonisation. Conférence à laquelle, par ailleurs, ils n'avaient pas été associés. Parce que c'était, en règle générale, les gouverneurs coloniaux, et je pense qu'il y a eu un représentant de l'Algérie, quelque chose comme ça, qui était à cette conférence. Mais dans cette conférence de 1944, donc on est presque à la fin de la guerre, c'est De Gaulle qui dit la question de l'indépendance de ces pays-là, même à long terme, n'est pas envisagée. Et cette conférence entérine de continuer le travail forcé. Et pourtant, ces troupes, dites troupes de tirailleurs sénégalais, avaient fini de faire la guerre, le triomphe. Là, on est avant l'événement. On est avant l'événement, on est en début d'année de l'événement, parce que l'événement intervient en décembre à la fin de l'année. Mais voici des choses qui montrent qu'on est dans quel climat. Et le massacre de Thiaroye ne va pas empêcher d'autres massacres, parce qu'après il va suivre le massacre de Sétif, effectivement. Ouais. Donc ce n'est pas isolé.
Nous sommes dans une phase historique de raidissement de l'empire colonial français, et ce raidissement dit que, quelle que soit la situation qu'il y a en place, nous nous battrons jusqu'au bout pour maintenir la structure coloniale. D'accord. Puisqu'on parle de la France, on ne peut pas parler évidemment de l'époque coloniale, on ne peut pas parler des exactions coloniaux sans toutefois parler de la France. Pourquoi pensez-vous que la France a émis autant de réticence à donner accès, si on peut le dire de cette manière, aux archives et on peut aussi parler en quelque sorte aussi de la complicité de certains historiens face à ce silence qui ne dit pas son nom, en parlant de l'ouverture de certains archives. Pourquoi la France est si réticente? Bon, pour moi, être réticent sur un tel sujet, bon, ça se comprend aussi. Oui. Vous savez, cette question-là, Aimé Césaire, discours sur le colonialisme, Frantz Fanon, les damnés de la terre, c'est des questions qui sont Jean-Paul Sartre, dans la préface des damnés de la terre en 1961. Ces questions, la question de la colonisation comme mensonge. Ouais. Donc, et ce sur quoi ici l'empire colonial français est pris en flagrant délit de mensonge, c'est sur le mensonge sur la promesse de la civilisation. C'est le mensonge sur nous sommes là en quelque sorte pour apporter un certain nombre de choses. C'est que le massacre colonial vient ternir en quelque sorte le récit que l'on veut positionner. Mais très souvent on s'arrête juste sur ce point-là. Or il faut aller beaucoup plus loin. Au fond, ce qui est massacré à Thiaroye en 1944, il faut la comprendre en deux points majeurs que l'on a tendance à oublier. Le premier point, c'est qu'au fond, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, c'est une très vieille histoire dont Saint-Louis, même cette ville Saint-Louis, a une part. Puisque ce sont des troupes qui ont été plus ou moins créées dans la seconde moitié des années 1800, à peu près 1857, environ comme ça, pour en fait servir l'entreprise de la mise en colonisation. Et c'est ces corps-là qui se sont confrontés à des gens ici à Saint-Louis, tout le monde connaît, la Chomar, etc. Et tout, qui se sont confrontés à tous les résistants et qui les ont élus. C'est ce corps qui a évolué jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à être ce régime-là. Donc ce que la France a massacré, c'est une arme qui lui a été, c'est une main, si on veut, qui lui a été depuis toujours fidèle quelque part. Depuis le début. Depuis le début, c'est mort de la main qui t'a nourri, d'une part. Je pense que ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Et puis l'autre aspect maintenant qui est important, et c'est d'où la controverse. Parce que, Sani, tu as bien fait de mentionner, oui, entre 35 et quelques centaines. Cette controverse-là, elle n'est pas innocente. Bien sûr. Parce que par ce massacre, on élimine également un grand nombre de ressources humaines dans un contexte où on s'achemine vers des demandes de plus en plus consistantes d'indépendance. Donc on fait disparaître aussi les forces qui peuvent possiblement organiser de la résistance. Et ces deux points-là me semblent être des points souvent oubliés dans ce débat-là, et il faudrait les centrer de temps en temps. D'accord. Et quand on parle de ce massacre tragique, on est au Sénégal évidemment, on a tendance à penser que la société n'est pas, disons, très focalisée sur ce sujet-là. Il est important aussi de le savoir. Comment la société sénégalaise perçoit-elle ce massacre de Thiaroye? Est-ce que ça en parle dans la société, au niveau des universités? Est-ce que c'est enseigné dans les écoles? Bon, maintenant, il y a de plus en plus de mémoires, de masters. Juste ici à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger, on n'a pas de département d'histoire.
À Dakar, on en a, et maintenant, il y a des étudiants qui s'intéressent. Là, au moment où l'on parle, il y a un certain nombre d'étudiants qui d'ailleurs apportent aussi un coup de main à la commission qui a été créée et qui prépare des masters sur ça. L'oubli de Thiaroye, il est important aussi d'interroger cet oubli. Quelle société post-coloniale sommes-nous pour être capable d'oublier Thiaroye? Qu'est-ce qui nous a réunis? Sous quoi avons-nous été? Dans quoi sommes-nous pour être capables d'amnésie? Et de mon point de vue, c'est ça que ça interroge. Qu'est-ce qui fait que Thiaroye a pu être oublié et qui a oublié? Donc il existe une amnésie. Il existe une amnésie, mais aussi la question c'est qui a oublié? Parce que tout le monde n'a pas oublié. Encore une fois, la chanson populaire n'a pas oublié. Beaucoup d'autres espaces n'ont pas oublié. Il faut aussi que nous pouvons aussi analyser cette affaire-là en disant que très souvent, le prisme qui nous raconte, c'est-à-dire que l'histoire qui nous raconte, et qui est une histoire écrite ailleurs qui nous raconte, est une histoire dans laquelle, oui, Thiaroye a la même position. Parce qu'il faut comprendre que la manière dont nous, on se connaît, on se prend au sérieux ou on manque de se prendre au sérieux, est assez directement liée à la manière dont l'histoire de France, ou le roman national en France est raconté. Dans la manière dont l'histoire de France est racontée, là où il y a des parts d'oubli, et même lorsque ces parts d'oubli nous concernent, même lorsque nous sommes ces parts d'oubli, eh bien, nous nous oublions nous-mêmes. C'est ça le présent colonial dans lequel on ne sort pas. Maintenant, il y a des soubresauts pour en sortir. Si l'histoire de France nous présente ou nous décrit d'une certaine manière, nous avons tendance à nous décrire et nous penser de cette manière-là. Ça, c'est le présent colonial, ce sont des continuités coloniales qui sont là, mais bon, qui sont aussi en train d'être déstabilisées et bousculées de plus en plus. Et au niveau de l'académie, la question, excusez-moi d'insister là-dessus, est-ce que c'est enseigner l'histoire de ce qui s'est passé à Thiaroye? Est-ce que c'est enseigné dans les écoles? C'est dans les programmes? Est-ce qu'on trouve cela dans les programmes scolaires au Sénégal? Bon, c'est sûr que si Thiaroye est présent, Thiaroye ne peut pas ne pas être présent. Maintenant, est-ce que Thiaroye est présent du poids qu'il mérite? Ça, c'est une autre question. Ouais. Donc, et au-delà de la question, il faut savoir, vous savez, vous pouvez enseigner Thiaroye, et Thiaroye peut n'avoir aucun écho, aucun impact. Donc la question, ce n'est pas est-ce que c'est présent à l'école, est-ce que c'est présent dans un livre d'histoire. La question, c'est comment c'est présent dans le corps de la société. Comment le corps de la société respire l'événement Thiaroye, et comment l'événement Thiaroye le détermine, l'amène à ressentir des choses, le met en transport. Or, c'est là où nous n'arrivons pas au point où nous devons être, du fait de la diversion. C'est-à-dire qu'on est diverti par un certain nombre d'amusements qui fait qu'on n'est pas présent en nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que, par exemple, certains projets Tabarnit, dont Momodou parlerait bien mieux que moi, sont des projets qui sont importants parce que ce sont des projets de contre-migration. Ce sont des projets qui t'amènent à habiter l'espace, le lieu, l'histoire, la mémoire qui sont les tiens. Sortir de l'extraversion. Pour le moment, tant que nous sommes ancrés dans l'extraversion, on a beau mettre Thiaroye dans les livres d'histoire, tu vois, ce sera juste un gamin. Vous avez évoqué jusqu'à, je crois, 3 ou 4 reprises le thème de la controverse. Pour nos auditeurs, à quel niveau se situe la controverse quand on parle du sujet de Thiaroye?
Pour faire simple, la controverse, c'est est-ce qu'on est en face d'un mensonge d'État ou pas? Par rapport aux événements. Par rapport aux événements et ce que nous en retenons aujourd'hui. Parce qu'évidemment, un esprit censé dira, mais bon, quand même, c'est un peu gros entre les uns qui disent 35 morts et les autres qui disent des centaines de morts, quand même, etc. Voilà. Le fait est que pour une organisation aussi structurée, aussi en règle que l'armée, on a des chiffres qui parlent de 75 morts, on a des rapports qui parlent de 35 morts, on a le travail d'historiens, hein, il y a l'historien sénégalais par exemple, Bégué, qui lui parle d'environ 200 morts, un peu moins, entre 197 ou 195, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on a aussi de jeunes chercheurs français qui font un travail remarquable sur ce sujet et qui parlent plutôt de centaines de morts. Ouais. Donc, oui, la controverse est en grande partie sur le nombre de morts. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis après, bon, voilà, il y a aussi beaucoup de discussions sur comment les faits se sont passés, les minutes qui ont conduit au massacre. Mais l'événement en soi n'est pas remis en question, je veux dire. Non, absolument pas. L'événement en soi n'est pas remis en question. Ce qui est remis en question, c'est la manière dont l'événement a été couvert, d'abord par le récit officiel, et le récit officiel qui a été raturé. Il y a eu des rapports, il y a eu des choses qui sont changées, et il y a surtout, bon, disons, eu des volontés exprimées au plus haut niveau à l'époque par François Hollande. Ouais. Et par la suite, bon, voilà, on est resté dans des formes de complications. Mais je voudrais m'arrêter 2 secondes sur ces formes de complications. Parce que, et c'est là où c'est intéressant, parce que à partir de 2010, le monde change. Il y a une force qu'on ne s'attendait pas à être là et qui est là et qui envoie ces gens partout, ces entreprises, etc. C'est la Chine. Et nous vivons dans une sorte d'environnement, d'atmosphère où il y a un effet Chine. L'effet Chine. L'effet Chine fait trembler toutes les chancelleries partout. Ouais. Et on est en 2010. La déclaration de Hollande est 2014. Non, 2014, oui. Ouais. Donc, 4 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Ce qui se passe à ce moment précis, c'est qu'on se dit que, bah écoute, les gens quand même, il faut arrêter de leur raconter des contes de faits et qu'il faut rediscuter la manière dont on parle. Et à ce moment-là, de façon stratégique, la France choisit l'option du discours symbolique. Et c'est cette option du discours symbolique qui est en quelque sorte repris par tous les gens qui lui ont succédé jusqu'à la déclaration de Macron au Burkina Faso parlant de restitution. Donc il reste dans ce registre-là pour renégocier un autre rapport. Sauf que ça ne passe pas. Ce qui s'est passé pour les restitutions est la même chose aussi qui se passe dans ce cas de Thiaroye. C'est qu'une partie de la société, une partie des professionnels impliqués refusent. Et après, on va vous amener la loi. Donc, les professionnels des milieux culturels et d'art et des musées en Europe, ben, écoute, n'ont pas été contents et par la suite se sont débrouillés pour que les restitutions n'aillent pas de la manière dont elles doivent aller. Mais c'est pareil aussi ici, dans le cas de Thiaroye, où l'armée française elle résiste. Et d'autres segments aussi de la société française résistent. Ce qui fait que donc le discours symbolique, il est donné, ça fait quelques titres de journaux, mais après par la suite, non, les archives ne vont pas suivre. Et beaucoup d'autres choses ne vont pas suivre. D'où la diversion dont vous avez mentionné aussi. D'où la diversion que j'ai mentionnée, mais dans le même temps aussi, l'histoire est plus forte que les manigances. C'est ce que tout historien sait. L'histoire est plus... L'histoire... C'est pour ça que certains historiens disent que l'histoire, elle est méchante. Parce qu'elle est imparable. Ouais. Donc, aujourd'hui, le fait que Thiaroye soit rediscuté au plus haut niveau de l'État sénégalais, dans un contexte qui est un contexte dit
de souverainisme panafricain, etc. et tout, ce n'est pas non plus un hasard, c'est l'histoire qui avance. D'accord. Puisqu'on est en train de parler de l'autorité, vous êtes membre du comité pour la commémoration du 80e anniversaire de Thiaroye. Que signifie pour vous, en tant qu'historien, en tant que Sénégalais, faire partie de ce comité-là? Bon, disons que disons un sentiment de devoir à accomplir quelque part, et ça me ramène à la question que j'évoquais tantôt entre la part strictement professionnelle d'un travail, la prétention à être professionnel et l'obligation en fait à mettre ce que l'on sait faire au service de situations et d'urgences dont il faut s'occuper. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc faire sa part de devoir. Mais faire sa part de devoir, encore une fois ici, c'est juste faire sa part de devoir jusqu'à la position de pouvoir être désobligeant. Parce que encore une fois, moi la question que j'essaie de poser, de discuter avec mes pairs dans le cadre de cette commission-là, c'est évidemment, il nous faut aussi nous attarder sur ce qui a fait que nous n'avons pas accommodé Thiaroye. C'est le fait que nous ne l'avons pas mis dans nos priorités, nous ne l'avons pas centré. Cette question, c'est une question entre nous. On doit se regarder en face et on doit dire aussi pourquoi nous avons oublié Thiaroye. Puisqu'on parle de ce comité, pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs de ce comité et les actions qui sont prévues? Bon, disons que les actions qui sont prévues déjà vont démarrer dans 2 ou 3 jours, le 27, quelque chose comme ça. Ouais. Et vont durer pendant quelques mois. Et comprennent beaucoup de choses. Et ça, c'est aussi une démarche qui consiste à ne pas faire de ce travail un travail purement académicien. Parce qu'il y a des artistes, il y a des habitants de Thiaroye, il y a la diaspora, les gens qui sont impliqués. Bon, oui, c'est pas seulement que des Sénégalais. Peut-être que oui, le comité aurait pu faire un peu mieux, élargir encore beaucoup plus, mais il est élargi comme comité et la vision n'est pas seulement Thiaroye ou le Sénégal, puisque tu l'as mentionné tout à l'heure, Sani. Bon, voilà, les victimes sont venues d'un peu partout. Voilà, il y a des colloques, il y a des conférences, il y a des projections de films, ce qui est, je pense, tenté, c'est d'aller vers une célébration populaire. Voilà. Maintenant, il y a aussi un livre blanc qui est prévu. Donc, le livre blanc, c'est une écriture historienne, mais aussi le positionnement par rapport à Thiaroye, où on essaie, en dialogue avec des historiens, la commission, il y a des historiens français qui sont dedans, des historiens sénégalais, et pas que des historiens d'ailleurs, des anthropologues, des gens qui s'occupent d'autres choses, des activistes en France, etc. Et tout. Donc, oui, et ce livre blanc qui doit symboliquement, par exemple, être remis au gouvernement du Sénégal le 3 avril prochain. On peut dire qu'on est là face à quelque chose qui représente un tournant historique pour la reconnaissance de ce qui s'est passé à Thiaroye. Et j'aimerais aussi savoir pour vous si on peut parler de justice symbolique, simplement, pour ces commémorations, où on est face à quelque chose qui va au-delà juste du symbole. C'est ça l'enjeu en fait. Il faudrait que ça aille au-delà du symbole. Il faudrait que ce soit plus fort qu'un simple geste symbolique. Et c'est là où c'est important que ces choses soient incorporées par les dynamiques quotidiennes dans la vie de tous les jours. Parce qu'à défaut, ça reste une histoire d'en haut, une histoire pour les musées et pour les livres d'histoire.
c'est pas tout le monde qui va oser. C'est pas tout le monde qui ouvre des livres d'histoire. Donc, pour moi, le but du jeu, c'est ça, c'est que comment dépasser une commande étatique, en quelque sorte, et que le militant doit prendre la relève quelque part. Est-ce la première fois ici au Sénégal où les autorités se prononcent clairement face à ce sujet, au point de faire une commémoration? Oui, c'est la première fois, on peut le dire. On peut dire que c'est la première fois parce qu'au Sénégal, on a eu dans la fin des années 80 la sortie du film de Ousmane Sembène, Camp de Thiaroye. Mais il ne faut pas oublier que Camp de Thiaroye, ça ne devait pas être le titre. Thiaroye 44. Et il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de... Voilà, etc. Ça c'est d'un. Donc, encore une fois, cela rejoint. C'est parce que la position de Thiaroye change dans le narratif du roman national en France que des choses ont pu frémir ici au Sénégal il y a quelques années. Et donc là, c'est Hollande qui va ouvrir en quelque sorte la porte pour dire que non, la grandeur de la France est dans le fait de reconnaître les pages sombres de son histoire, ce genre de choses. Et donc du coup, ça fait frémir l'ancien régime qui était là. Oui, il faut bien qu'on parle de nos tirailleurs et qu'on sort. Mais à ce propos... Donc c'est pas quelque chose qui vient de l'autorité sénégalaise au début. Non, mais c'est ça que je dis. Il faut bien comprendre cette continuité, cette continuité du récit. Du récit sur le roman national français dans ces anciens espaces colonisés. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir un président de la République, qui dit que bon, après tout, les tirailleurs sénégalais, les Sénégalais avaient un dessert. C'est ce qui a conduit cette fameuse phrase qui les a un peu ridiculisés, je dois dire. Ouais. D'accord. Et puisqu'on est en train de parler de Thiaroye, on est en train de parler des victimes, est-ce réaliste dans le contexte actuel de parler des réparations? Vous voyez, est-ce viable une réparation pour les victimes et leurs familles dans le contexte actuel? C'est réaliste de parler de réparation? La réparation, elle est nécessaire. C'est ça le chemin de la vérité, c'est ça le chemin du dialogue authentique. Et la réparation, c'est pas Thiaroye, c'est un tout. Donc, et c'est ça qu'il faut l'envisager. Je veux dire, Thiaroye, ce n'est pas un incident. Thiaroye, ce n'est pas un accident. Thiaroye, c'est dans la logique d'un ordre d'expropriation violente qui a des conséquences terribles jusqu'à aujourd'hui. Oui. La saleté qu'il y a dans nos villes, ça a à voir avec cette logique d'expropriation. Un hôpital régional qui ne marche pas, ça a à voir avec cette logique d'expropriation. Quand les gens ont été dépossédés, il faut les redoter un peu. Voilà, c'est pour ça la réparation, c'est pas Thiaroye. La réparation, elle doit être pensée d'une manière un peu plus large, un peu plus globale, et surtout elle doit être pensée de manière urgente. Et est-ce réaliste en ce contexte dans lequel on est plongé dans un déni au niveau de l'Europe? Ici on est en train de parler de la France, on pourrait parler d'autres pays, notamment en Europe, puisqu'on voit qu'il y a un déni qui est très clair surtout au niveau étatique et même au niveau de la société en Europe. Donc je ne sais pas, dans ce contexte, est-ce que vous voyez réaliste qu'on parle, parce que ce n'est pas un sujet qui est en train de s'évoquer maintenant. Le sujet des réparations, c'est un sujet qui s'est évoqué depuis très longtemps, que ce soit sur la colonisation, que ce soit sur l'esclavage et tout. Mais dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut avoir espoir, je veux dire? Oui, mais est-ce que ça dépend des gens à qui tu demandes réparation? Ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend du contexte historique, des rapports de force qui sont créés, de la géopolitique et de beaucoup de choses. Je pense que le moment de la demande de la réparation n'a jamais été
aussi favorable qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bouleversements géopolitiques extrêmement importants qui font que les uns et les autres doivent entièrement réviser la manière dont ils ont jusque-là commercé. Comment pensez-vous que les jeunes générations, on est en train notamment de parler des jeunes générations d'Africains du continent et de la diaspora, comment ils peuvent s'approprier, on va dire, de cette histoire et tirer des leçons à l'avenir? Cette histoire, c'est une histoire de... On peut prendre un corps, on peut le déposséder de sa vie. Ben, qu'est-ce qui se passe dans les banlieues de toutes les grandes capitales en Europe? Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années là avec George Floyd, etc., etc. Bon, Thiaroye n'est pas différent de l'espèce de superpuissance qu'un policier blanc raciste se donne de penser qu'il peut venir ramasser 2 ou 3 gosses, les humilier en plein hiver, dégager vos chaussures, les mettre en chaussettes comme ça. Bon, des choses incroyables que ces gens-là vivent. Bon, maintenant, je crois que là également, il y a un retournement d'histoire qui est intéressant. Les actuelles générations dites afro-européennes en Europe, dont les pères ou les mamans sont arrivés dans ces pays peut-être dans les années 70, 80, eux ils sont nés là-bas, etc. et tout, bah, déjà dans les milieux où ils évoluent, c'est des milieux dans lesquels les gens qui sont arrivés avant eux n'évoluaient pas, qui étaient plutôt dans la musique simplement ou dans le sport ou ce genre de choses. Eux maintenant ils sont dans le domaine des arts, ils écrivent des pièces de théâtre, ils sont au cœur de ce qui fait l'identité spécifique. Et ça, c'est aussi un problème parce que ça réveille d'autant les résistances et les rejets. Mais ça amène tout ce débat extrêmement important au point qu'on ait pu créer quelque part un ministère sur l'identité nationale. C'est parce qu'il y a ces présences qui challengent un certain nombre de choses. Maintenant, c'est un contexte à double tranchant. Aujourd'hui, les phénomènes de rejet qu'il y a en Europe, connectés à des phénomènes de réappropriation mémorielle, parce qu'il y a plus de conscience, bon, enfin, je ne vais pas dire il y a plus de conscience, il y a beaucoup de conscience historique et mémorielle chez les jeunes de la migration, chez les Afro-Européens, etc., que si même on le comparait au niveau de prise de conscience politique, historique de beaucoup de jeunes ici, qui sont complètement dépossédés dans des environnements qui sont à terre. Bon, maintenant, qu'est-ce que nos États vont faire avec ça? Est-ce qu'on va créer des conditions pour opérer des transferts de technologie, des transferts de savoir? Bon, voilà, il y a beaucoup de choses ici, en fait, sur lesquelles on pourrait insister beaucoup plus largement. Mais il est clair que nous sommes aussi à un tournant important. Et dans ce tournant important, on a des voix qui se lèvent et qui disent que, bah, écoute, on veut reconnaître l'histoire de nos pères, l'histoire de nos grands-parents, etc., etc. Et donc, ces formes de demandes qui viennent d'enfants d'Afrique et d'Europe en même temps, je pense que ce sont des demandes qui sont importantes. Il faut voir dans quelle mesure elles peuvent être aussi en écho avec des demandes comme celles qui proviennent de cette assemblée-là. Et qu'est-ce que ça peut faire ensemble? Merci, mais comme je dis toujours, l'histoire de Thiaroye ne s'arrête pas là. Cette mémoire nous appartient à tous, Africains du continent, de la diaspora et même aux descendants de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été liés à cette histoire et à cette tragédie. Le massacre de Thiaroye, comme vous l'avez écouté, comme vous l'avez entendu, n'est pas simplement un épisode tragique du passé. C'est un rappel des injustices structurelles du colonialisme, mais aussi un appel à honorer ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, et ceux même dans un système qui les méprisait. Cette histoire exige que nous continuions à nous battre pour la justice, la vérité et la reconnaissance. La mémoire de Thiaroye n'est pas une mémoire figée. Elle doit devenir un outil pour reconfigurer nos sociétés et affirmer notre dignité en tant qu'Africains et Africaines. C'est à travers des initiatives comme celle-ci que nous construisons un avenir basé sur la justice. En décembre prochain, le 80e anniversaire du massacre sera une opportunité unique pour réclamer justice, honorer les victimes et faire entendre nos voix et surtout leurs voix.
Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, la mémoire est une arme puissante. Elle peut transformer des sociétés. Alors, gardons vivante la mémoire des Thiaroye pour que plus jamais une telle injustice ne soit possible. Continuez à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et sur nos plateformes de streaming pour les histoires qui révèlent les multiples facettes du continent africain. À très bientôt, Inch'Allah, sur African Movement.